Voilà, donc juste vous souhaiter la bienvenue pour cette visioconférence sur la PPA qu'organise le GTV Occitanie en partenariat avec d'abord notre référent filière porcine Guillaume Poudevigne, la DRAF Occitanie représentée par Valérie Vogler et l'OFB avec Guillaume Hart. Et bien sûr, tous les vétérinaires sanitaires qui sont présents aujourd'hui et nos partenaires, que ce soit les DD, Sport et d'autres professionnels de la filière. Donc, on voulait faire cette vidéo pour faire un point sur la situation épidémiologique, les enjeux de la maladie, mais aussi les modalités de surveillance, la biosécurité et enfin le réseau SAGI. Donc, pour démarrer la présentation, on va démarrer avec la présentation de Valérie Vogler de la DRAF Occitanie. Et donc, je vais vous partager. Et vous me dites si vous y voyez bien. C'est bon, Virginie. OK. Alors, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. L'enjeu, c'est voilà, une sensibilisation à la maladie et puis des éléments. Donc, moi, je vais rappeler le côté réglementaire, passer vite sur certaines diapos parce que Guillaume Poudevigne y reviendra. Et puis Guillaume Hart aussi il reviendra sur le réseau Sagir que je développerai pas là. Et donc moi, ça va être plus la partie un peu réglementaire en insistant sur la phase d'alerte qui est essentielle. Et après, dans un deuxième temps, donc ça sera plus pratique avec Guillaume Poudevigne. Donc d'abord la maladie, donc toujours rappeler que la France est indemne à ce jour de peste porcine africaine. Donc, que c'est une maladie donc virale contagieuse spécifique des suidés sauvages et domestiques, sans danger pour l'homme, toujours à bien rappeler. Donc, une dite maladie rouge, mais je ne développe pas parce que Guillaume Poudevigne va y revenir. Et à noter aussi qu'il n'y a pas de vaccin, en fait, donc contrairement à d'autres pathologies, ce qui complique un petit peu les mesures de lutte. Donc, la diapo suivante. Merci. Ouais, il y en avait une avant, juste en principe. Avant, normalement, il y avait une diapo sur le virus ARN. Non, c'était avant, juste après c'est la diapo 3, excuse-moi. Là, tu avances en fait. Comme je suis pas en plein écran, attends, excuse-moi, voilà. Donc, la maladie, juste, Guillaume Poudevigne y reviendra. Donc, à retenir que c'est un virus qui est très résistant dans le milieu extérieur et dans les produits, ce qui complique aussi la lutte et augmente les risques de diffusion. Donc, diapo suivante. Sur la transmission, à bien retenir qu'on a affaire à deux compartiments potentiellement impactés, à la fois la faune sauvage et à la fois donc les sangliers et à la fois les porcs, et qu'on a des transmissions à la fois directes et aussi indirectes avec des possibilités de diffusion à très longue distance. Là, c'est pareil, Guillaume y reviendra tout à l'heure. Donc, on passe au côté classification de la maladie. Donc, c'est une maladie dite, donc dans la loi santé animale de l'Union européenne, maladie ADE, ce qui veut dire que c'est une maladie qui est soumise à éradication sur le principe, donc avec des mesures de lutte visant à l'éradication, qu'il y a des restrictions très importantes aux échanges entre les États membres, que la maladie est soumise à surveillance également. On verra quel type de surveillance est mise en place. J'ajoute que, outre la classification, donc c'est une maladie soumise à plan d'urgence. On verra un petit peu en quoi ça consiste, mais je suppose que ça évoque des choses chez vous. Et à noter aussi que cette maladie est sur la liste des maladies à notifier à l'Organisation mondiale de la santé animale. Ce qui veut dire qu'il y a des restrictions aux exportations aussi qui s'appliquent quand on perd le statut indemne de la part de certains pays. Et avec des impacts du fait notamment de ces restrictions aux échanges, donc outre les pertes dues à la maladie, des impacts commerciaux sur la filière porcine très conséquents en cas d'apparition de la maladie sur notre territoire.
Et en cas d'infection de la faune sauvage, il y a également des impacts sur d'autres activités que la filière porcine, notamment la chasse, la filière bois ou les loisirs. On le verra après dans les mesures. Donc, c'est donc une menace économique majeure pour la filière porcine française, donc qui nécessite une vigilance importante pour la détecter au plus vite, de manière à pouvoir la circonscrire très rapidement au cas où elle apparaîtrait, et surtout d'éviter en amont que la maladie apparaisse. Donc, à noter que la France est 3e producteur de porc en Europe, donc c'est la 2e industrie de transformation des viandes, que la France exporte 30% de sa production, surtout en Europe, mais également en Asie. Donc avec donc non seul des exportations de reproducteurs et de semences, et que tout produit confondu, ça représente 1,8 million d'euros, ça représentait en 2020. Donc il y a des répercussions économiques nationales en cas d'apparition de la maladie importantes, même si la filière porcine a travaillé donc à une reconnaissance de zonage, notamment avec la Chine, de zonage et de compartimentation. Donc, il y a des possibilités d'accord, mais ça se fait au gré de la situation sanitaire et de son évolution. On peut passer à la diapo suivante. Merci Virginie. Donc, toujours sur le côté menace économique, il y a donc l'Institut français et international du porc qui, en 2021, a fait une estimation que je vous ai livrée là sur le bilan financier pour la filière sur une longue période, avec une baisse des prix du porc, une baisse du prix des pièges. Je ne rentre pas dans le détail, vous aurez les diapositives, mais c'est pour vous donner un peu une ampleur du risque économique. Et sur le marché de l'export, avec des conséquences prévisibles sur plus d'un an, au moins un an, avec une redistribution des flux, des pertes de marché en gros, et une perte pour les exportateurs français estimée à, on va dire, pour arrondir, à 1 d'euros. Un petit panorama de l'élevage porcin en Occitanie. Donc là, c'est un extrait qui date de 2010, mais la répartition en densité d'élevage n'a pas foncièrement changé, en effectif porcin. Donc voilà, la carte est suffisamment figurative pour se passer de commentaires. Et ensuite, sur la diapo suivante, on a une répartition en fonction des départements qui retraduit la carte géographique précédente sous un autre format, avec un nombre de truies, principalement l'Aveyron, puis le Lot, puis le Tarn, qui ont le plus de truies en fait. On peut passer à la diapo suivante, pardon. Casque USB. S'il est possible de couper vos micros. Donc, merci d'avance. Il y a au cadeau qu'on entend. Si vous pouvez couper votre micro. Tu vois quand ça peut allumer? Non. Est-ce que tu peux couper, Virginie? C'est possible. Merci. Donc, sur l'élevage porcin en Occitanie, donc des chiffres, on va dire autour de 2000 sites actifs dans Baie des Ports, mais si on prend les mouvements sur les 12 derniers mois, on tombe autour de 1230 sites. Et à noter surtout qu'il y a 53% des élevages qui sont plein air, ce qui expose les élevages à des risques en cas d'apparition sur les sangliers de la maladie. Donc, on est une région, une petite région en termes de filière porcine, puisqu'on représente 10% des sites français. En gros, on se répartit avec beaucoup de sites et peu de production, puisqu'on représente 2,8% de la production nationale.
Donc, sur la situation sanitaire de la peste porcine africaine, donc un petit schéma qui raconte l'histoire de son apparition en Europe, avec une introduction dans le Caucase et une progression à la fois en Est et Ouest, donc à la fois vers l'Asie et vers l'Europe. Et en 2014, l'entrée du virus et de la maladie dans l'Union européenne, en commençant par les pays baltes et la Pologne. Et on n'a pas la suite de l'histoire et une progression successive qu'on va voir sur les diapos suivantes. Donc voilà, à ce jour, en tout cas pour l'année 2023, jusqu'au mois de septembre 2023, on a la densité là sur le schéma que vous voyez des cas sur les sangliers sauvages. Et j'ai mis des petites flèches sur la diapositive sur les dernières extensions. D'abord en Italie du Nord, donc tout près de la frontière française, avec une poursuite de l'extension de la zone infectée en Italie du Nord, qui désormais se trouve à 55 km de la France, et un nouvel événement qu'on verra sur la diapo d'après, un cas en élevage, et ensuite le cas, excuse-moi si tu peux remettre là, pardon, et le cas tout en haut que vous voyez de la Suède, qui est vraiment très éloigné. L'Italie, c'est pareil, c'est pas une progression géographique progressive comme on peut l'avoir dans l'Est de l'Europe. Là, c'est vraiment des progressions en grands sauts, qu'on appelle sauts de puce, mais c'est au-delà de ça, puisque vous voyez que c'est vraiment très distant. On peut passer à la diapo suivante. Donc là, c'est ce que je vous disais, donc les foyers domestiques, avec dernièrement des foyers domestiques dans le nord de l'Italie. On peut passer à la diapo suivante. Donc là, en plus détaillé, la situation en Italie. Avec un risque actuellement de propagation par proximité. Heureusement, il y a les Alpes, mais néanmoins, il y a quand même des corridors écologiques qui permettent le passage des sangliers. Mais il faut garder en tête qu'il y a des risques importants et aussi importants que ceux de la proximité. C'est des risques liés au mouvement d'animaux, de personnes et de produits, sur lesquels je pense qu'on reviendra à cette occasion. Donc, pour toujours ces histoires de saut du virus, il faut avoir en tête le cas donc en mai 2022 d'un foyer en élevage en Allemagne, tout près de la frontière française, qui était très distant des autres zones contaminées en Allemagne, et également les cas faune sauvage qui sont apparus en Belgique entre 2018 et 2020. Les Belges sont arrivés à éradiquer la maladie avec difficulté sur une période longue, puisque vous voyez qu'il leur a fallu 2 ans, malgré les moyens considérables mis en œuvre. Et le cas récent de la Suède, avec une propagation par les mouvements inexpliqué à ce stade, mais néanmoins qui existe et qu'il faut bien avoir en tête. On peut passer à la diapo suivante. Donc là, je vous ai mis pour rappel le fait que vous pouvez trouver toute l'information sur la situation sanitaire internationale grâce au bulletin hebdomadaire qui est mis en ligne sur la plateforme d'épidémiosurveillance santé animale qui est disponible donc sur Internet. On peut passer à la diapo suivante. Donc là, c'est la partie sur les mesures. Donc, sur les mesures qui, très classiquement, se déclinent selon 3 axes ou 3 objectifs: la prévention et l'anticipation, la surveillance et la lutte en cas de détection de maladie. Donc là, on peut passer à la diapo suivante. Donc, sur les mesures de prévention et d'anticipation, une des clés, c'est bien la biosécurité en élevage et lors du transport. Donc, pour ça, il y a des mesures qui ont été rendues obligatoires en 2018 pour les élevages et en 2019 pour les transports. Je vous ai mis un petit schéma pour mémoire de la gestion de la biosécurité. Juste en dessous, qui est issu en fait de la visite sanitaire obligatoire porcine de 2020-2021, qui avait pour objectif justement de rappeler ces principes aux éleveurs. Et il est important aussi que les vétérinaires l'aient bien en tête et le rappellent régulièrement aux éleveurs, et se l'appliquent à eux-mêmes bien sûr également. On peut passer à la diapo suivante.
Donc, toujours dans l'axe prévention-anticipation, on a un plan d'action de 2022 qui est complété régulièrement, qu'on peut trouver sur l'Internet du ministère. Il y a la préparation des plans d'intervention sanitaire d'urgence par tous les acteurs. En préparant à la fois les acteurs, donc par des sensibilisations, des formations, c'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs. La préparation du matériel nécessaire, des méthodes nécessaires aussi pour gérer une suspicion puis une confirmation et de toutes les bases documentaires dont on aura besoin pour faire être réactif et efficient en cas d'apparition de la maladie. Autre anticipation, c'est la coopération entre les autorités sanitaires au niveau européen qui ont lieu depuis le début de l'arrivée de la peste porcine africaine en Europe, avec beaucoup de partage d'informations et d'expériences qui sont essentiels pour se préparer et puis pour profiter des expériences d'autres pays sur les modalités de lutte. L'autre prévention, c'est bien sûr toutes les restrictions aux échanges qui sont mis en place autour des zones infectées en Europe, de manière à ne pas diffuser la maladie. Et également les négociations en termes d'anticipation qui ont lieu avec les pays tiers importateurs pour limiter les blocages. Je vous citais notamment l'accord négocié avec la Chine pour permettre une reconnaissance des zonages et de la compartimentation de la France en cas d'apparition de la maladie en France. Je vais passer à la diapo suivante. Donc, toujours en termes de prévention, le volet communication qui est essentiel, communication et formation des acteurs, et une communication aussi ciblée sur certaines personnes, notamment les voyageurs qui peuvent véhiculer potentiellement la peste porcine africaine, les travailleurs des pays de l'Est, avec pour exemple le cas en Allemagne que je vous citais tout à l'heure dans un élevage tout proche de la frontière française, où l'enquête a révélé que c'est probablement, donc c'est un cas qui est apparu dans un élevage plein air, mais qui faisait aussi du maraîchage et qui embauchait donc des travailleurs de pays de l'Est et qui étaient à proximité. Et l'hypothèse, c'est effectivement une contamination via ces travailleurs de l'élevage. Et également une communication auprès des routiers qui potentiellement peuvent véhiculer le virus, comme on le verra tout à l'heure avec Guillaume, du fait de sa résistance, notamment dans les produits alimentaires. Et bien sûr, une communication au niveau du grand public via des sites Internet. Donc là, vous avez le lien vers le site Internet du ministère de l'Agriculture avec beaucoup de documents très utiles. Un petit film pour le grand public, pour ne pas véhiculer lors de voyages, mais également des tas de plaquettes pour une communication auprès des différentes cibles de communication. Donc, on passe à l'axe surveillance. Donc, la surveillance en France, elle consiste en une surveillance événementielle, donc sur signes cliniques en élevage, avec bien sûr là un rôle déterminant du vétérinaire qu'on va développer, et également une surveillance de la mortalité de la faune sauvage par le réseau SAGIR, sur lequel Guillaume Haar reviendra tout à l'heure, avec différents niveaux de surveillance selon la situation sanitaire de la zone concernée. Et ensuite, on a donc des mesures renforcées de surveillance en cas de proximité de l'infection dans les pays voisins. En fonction du risque. C'est ce qu'on a fait lors des cas en Belgique en 2018-2020 avec des mesures très importantes mises en place côté français en prévention. Et c'est ce qu'on a également en Italie depuis le janvier 2022 avec actuellement des mesures sur les départements limitrophes de l'Italie d'une surveillance plus active sur les élevages porcins avec des visites vétérinaires régulières, des audits de biosécurité, donc dans une zone qu'on appelle zone de vigilance, un renforcement de la surveillance sanglier et une anticipation aussi de l'évolution des mesures selon la progression de la maladie en Italie. Donc, on passe aux mesures de lutte. Donc, lors d'un cas en faune sauvage, donc si un cas en faune sauvage apparaît, dans le cadre de la surveillance SAGIR, on mettra en place une zone infectée, dite réflexe, sur un périmètre très important de 20 km autour du cas ou des cas. Et après, ce zonage va évoluer
une fois qu'on aura une vision plus claire de la situation d'infection et se construiront progressivement ce qu'on appelle une zone infectée, une zone d'observation. Dans ces zones-là, dans un premier temps, il y a une suspension de la chasse, des lâchers de gros gibier et également une suspension des activités en forêt, qu'elles soient professionnelles, hein, c'est-à-dire de la filière bois, et également des activités de loisirs en forêt. On met en place une surveillance en élevage, en élevage de porcins par les vétérinaires hein, dans la zone, et une surveillance renforcée bien sûr sur les sangliers. Et potentiellement, donc sur la durée, on met en place des clôtures. C'est ce qui est fait côté italien, c'est ce qui a été fait en Belgique, c'est ce qui est fait un peu partout dans les zones avec infection sanglier. Et progressivement, une réflexion, dès que la situation est mieux connue, que les zonages est stabilisé, il y a des outils de lutte pour une diminution de la densité de sangliers, de manière à éviter la diffusion. Donc voilà pour sur la faune sauvage, sur les sangliers, autrement dit. Donc, en cas de suspicion en élevage, là, le vétérinaire a un rôle déterminant, hein, puisque c'est lui qui va lancer l'alerte, bien sûr, en lien avec l'éleveur qui lui déclare voilà, des pathologies. Donc, ça se fait bien sûr en fonction des signes cliniques, de critères d'alerte sur lesquels Guillaume Poutvigne reviendra tout à l'heure, et aussi à apprécier en fonction de la situation épidémiologique. Mais comme je viens de le dire, on peut avoir des sauts importants de la maladie, donc il faut garder une vigilance. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de la maladie à proximité que la maladie ne peut pas apparaître. Donc, juste, je n'avais pas fini. Donc, à noter aussi que lors d'une suspicion en élevage, hein, il faut vraiment mettre en place des mesures de biosécurité de manière à ce que le vétérinaire voilà, ne soit pas un risque de diffusion de la maladie. S'il s'agissait bien de la maladie, il faut appeler très rapidement la direction départementale en charge de la protection des populations pour discuter et puis pour voir comment la suspicion va être gérée. Et ensuite, pensez à prendre des photos parce qu'il y aura des échanges avec des experts et les photos sont avec des experts ou des référents régionaux, par exemple Guillaume Poutvigne, et ça peut être très utile, enfin c'est même déterminant d'avoir des photos pour discuter de manière plus efficace en fait avec les experts. Et donc, la réalisation des prélèvements et le début de l'enquête épidémio se fait après l'avis et l'accord de la direction départementale. On peut passer à la diapo suivante. Donc, je vous ai décliné un petit peu hein, les différentes étapes hein, en cas de suspicion. Hein. Donc, les prélèvements, l'envoi au labo, et puis après des mesures de gestion hein, donc, qui vont être adapté en fonction de la situation épidémiologique. Et dedans, il y a notamment la densité d'élevage porcin dans la zone où survient cette suspicion, qui va être déterminant aussi sur la radicalité, on va dire, des mesures. Dans tous les cas, le plan d'urgence est activé, mais à des degrés plus ou moins importants selon la situation. À noter aussi sur cette diapo, mais c'est peut-être plus clair sur la diapo suivante, si on peut passer à la diapo suivante. Donc, les labos agréés, donc, on en a 4, mais dont la Guadeloupe, c'est vraiment très éloigné. Mais vous voyez que, en fait, les labos agréés, donc de première intention, sont assez éloignés. Donc, le contact avec la DDPP, des validations de la réalisation des prélèvements, il y aura une anticipation du transport des prélèvements en lien avec le vétérinaire pour faire appel à un transporteur express, en fait, de manière à ce que les prélèvements soient acheminés très rapidement, hein, dans des délais records. Maintenant, il y a des entreprises qui font ça très rapidement, hein, de manière à avoir très vite les résultats de la PCR pour pouvoir lever la suspicion s'il ne s'agit pas de PPA et ne pas bloquer inutilement trop longtemps l'élevage. D'où l'importance de cet appel très rapide auprès de la DD, en sachant que les directions départementales ont un système d'astreinte, donc y compris le week-end, hein, les gens sont joignables, avec des fois des difficultés, mais il faut vraiment passer cet appel à la DDPP. Donc, ce rôle déterminant du vétérinaire au stade de l'alerte, il est aussi difficile, avec effectivement souvent des hésitations hein, liées au fait que peut-être on n'est pas sûr des symptômes, mais d'où cette formation aujourd'hui, d'où le fait qu'il y ait des référents, qu'il y ait des experts,
une certaine crainte aussi, une méconnaissance des circuits, ne plus savoir voilà, trop quels documents utiliser, une crainte aussi d'un blocage inutile. Mais après, il faut garder en tête que ces hésitations, il faut rapidement les balayer hein, parce qu'il y a un risque d'introduction qui existe réellement, la dissémination, elle est quand même relativement rapide. Voilà. Donc, il faut séquestrer très rapidement et détecter très rapidement la maladie sur le territoire. Vous avez vu les enjeux en termes d'impact sur les filières et sur l'activité. Qu'après, vous avez des outils d'aide au diagnostic, des appuis aussi. Et après, autre levée de frein aux hésitations, hein, c'est que c'est vraiment une obligation hein, pour le vétérinaire hein, de déclarer. Et c'est à la DDPP de prendre la décision ou non de valider la suspicion sur la base de l'alerte. Et c'est elle qui assume les conséquences. Donc, j'insiste un peu là-dessus parce que il faut vraiment lever ces freins et vous verrez aussi qu'on a quand même les premiers résultats d'analyse rapidement si les choses sont bien faites. Donc, il faut vraiment déclarer. Il vaut mieux faire une déclaration avec une erreur par excès. Et puis, à la fois, c'est un entraînement pour l'ensemble des acteurs. Donc, c'est de toute façon bénéfique plutôt que de risquer de disséminer la maladie. Donc, encore sur la suspicion, hein, les mesures qui sont mises en place. Donc, j'ai une petite photo pour vous rappeler qu'il faut vraiment faire très attention aux mesures de biosécurité à l'entrée et à la sortie, surtout de l'élevage. Donc, la direction départementale mettra un arrêté préfectoral de mise sur surveillance. Mais même en amont, il faut donner des consignes à l'élevage sur la séquestration en fait de l'élevage, l'interdiction de mouvement, de faire attention à tout mouvement en sortie de l'élevage, y compris mouvement de personnes et de véhicules, de bien renforcer la biosécurité si elle n'est pas bien en place. Bien sûr, réaliser les prélèvements, commencer l'enquête épidémiologique et après, je l'ai déjà dit, expédier les prélèvements avec le volet transport et le volet biosécurité aussi. Donc, se faire aider sur place par la DDPP si on a l'impression que le niveau de biosécurité n'est pas, voilà, est pas performant. Et ensuite, côté direction départementale, il y a des mesures d'anticipation. Il y a une anticipation des mesures à venir, c'est-à-dire au cas où ça serait confirmé. Donc, si c'est confirmé, on est face à un foyer en élevage. Donc là, c'est un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection qui est mis en œuvre avec toujours une séquestration d'une zone infectée hein, qui va être délimitée par la direction départementale, avec toujours une interdiction de mouvement et un renforcement de la biosécurité, le dépeuplement des porcins, un nettoyage, des nettoyages et des infections, un vide sanitaire en suivant. Bien sûr, dès le début, affiner l'enquête épidémiologique qui est déterminante pour savoir si c'est un foyer primaire, secondaire, et pouvoir suivre la maladie et anticiper aussi. Très important, un accompagnement d'éleveurs. Et là, le vétérinaire a un rôle important, hein, puisque c'est un événement qui est terrible pour l'éleveur. Et bien sûr, il y a un volet indemnisation hein, qui est également important. Donc, en cas de foyer en élevage, sur les mesures de lutte, on a un zonage qui est mis en place, donc de 3 km, 10 km pour une zone de protection, zone de surveillance, qui est une limitation communale, hein, c'est ce que vous montrent les petits schémas. C'est une réflexion circulaire et après, ça se délimite au niveau communal, avec aussi des restrictions à la circulation que je ne vais pas détailler, hein, une surveillance des élevages de porcs, où là, les vétérinaires seront sollicités, un renforcement de la surveillance des sangliers, où là, le réseau SAGIR est sollicité, et éventuellement des mesures sur la chasse et les activités en forêt, si jamais on craint fortement en fait, une diffusion au compartiment sauvage. Donc, en conclusion, voilà, j'insiste sur le rôle essentiel du vétérinaire à toutes les étapes, mais en particulier à l'étape de l'alerte.
mais également sur toutes les étapes, hein, jusqu'à la sortie de crise. Le rôle du vétérinaire est évolutif en fonction de la situation, hein. Dans un cas, c'est l'alerte. Dans l'autre cas, c'est des visites d'élevage avec audit de biosécurité et visite de surveillance clinique. Ça peut être aussi un rôle dans le dépeuplement, un rôle éventuellement sur le nettoyage des infections, selon, de toute façon, les mesures, elles vont être à chaque fois adaptées et réadaptées, hein. Elles ne sont pas figées dans le temps, en fonction des moyens, en fonction de l'évolution de la situation également. Et donc, j'insiste sur la vigilance et la réactivité qui sont essentielles, notamment au stade de l'alerte, et une nécessaire sensibilisation des acteurs et notamment des éleveurs à ce risque, hein, de la part du vétérinaire. Vous êtes vraiment bien placé pour avoir cette écoute auprès des éleveurs, hein. Et une indispensable, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, hein, connaissance réciproque entre les acteurs qui interviennent pour faciliter les relations en cas d'alerte et voire de confirmation. Voilà, merci. Merci Valérie pour reprendre ton souffle. Et je laisse la parole à Guillaume. Alors voilà, je ne sais pas si vous m'entendez, je ne sais pas si vous voyez mon écran. C'est bon. Super. Bon, ben voilà, je vais enchaîner. Donc, il s'agit maintenant qu'on a vu les enjeux un petit peu que représentait cette maladie pour le territoire et puis les aspects réglementaires, de voir donc la partie surveillance événementielle en élevage, hein, reconnaître la maladie pour effectivement l'enrayer au plus vite. Ensuite, il y aura effectivement une présentation du réseau SAGIR par M. Haar, et ensuite quelques éléments sur la biosécurité en élevage de porc. Ça sera nécessairement du survol, hein, puisque, comme vous le savez, ça fait l'objet d'une journée entière pour les éleveurs, cette formation de biosécurité. Mais voilà, pour avoir les grandes lignes, les principaux éléments, lorsqu'on passe en élevage, pouvoir faire éventuellement des remarques aux éleveurs à l'occasion de notre passage. Alors, sur la surveillance événementielle. Donc, on va voir d'abord la présentation de l'instruction technique, hein, qui regroupe à peu près tous les éléments utiles. Je vais vous montrer comment la récupérer en ligne. Vous aurez même là-dedans les feuilles à remplir suite à la visite de suspicion, etc. Ensuite, le tableau clinique, hein, et les critères de suspicion officielle, à quoi ça peut ressembler. La conduite à tenir, bon, Mme Vogler l'a déjà pas mal abordé, donc en lien avec les DPP, de toute façon, à partir du moment où il y a suspicion, et quel prélèvement réaliser. Et puis, je vous présenterai aussi rapidement une petite fiche SNGTV qui reprend à peu près toutes les infos utiles pour les vétérinaires, hein, en 4 pages, et que vous pourrez aussi récupérer. Alors, l'instruction technique, c'est l'occasion, vous pouvez la récupérer sur ce site, là, c'est l'occasion de vous le présenter, qui est le site de l'Association nationale sanitaire porcine, hein, qui regroupe toutes les associations régionales qui maintenant sont devenues souvent là où elles ne l'étaient pas encore, les sections porc des GDS régionaux. Et donc, ils ont un site avec pas mal d'éléments. Vous avez donc cette instruction technique, hein, voilà, il faut aller dans documentation, FPA, hein, puisque c'était la peste porcine africaine est aussi appelée fièvre porcine africaine. Et puis, surveillance élevage, là, vous aurez l'instruction technique. Vous avez aussi, au passage, vous voyez, fiche FPA vigilance, hein, au-dessus de la petite flèche là, vers le haut. Il y a des documents à destination des détenteurs de porcs que vous pourrez éventuellement transmettre à des éleveurs qui reprennent les principaux éléments sur la biosécurité, la vigilance vis-à-vis de la maladie. Donc, cette instruction technique, voilà, c'est son objet un peu, hein, c'est les modalités de surveillance événementielle, hein, puisque pour la peste porcine africaine, c'est uniquement basé là-dessus, hein, pas de surveillance sérologique. Voilà. Et puis ensuite, il y a tous les éléments sur la gestion des suspicions avec le rôle des laboratoires et de l'administration. Alors, juste là, c'est pas pour entrer dans le détail du plan, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce que vous pourriez y trouver, si jamais vous voulez aller chercher des infos là-dedans. Donc, il y a des éléments sur comment suivre la situation épidémiologique des pestes porcines, hein, des liens vers des sites qui permettent de surveiller ça, des éléments, des rappels épidémiocliniques, en particulier les durées de virémie, d'incubation, etc. Vous trouverez ces éléments là-dedans. Des éléments sur la surveillance événementielle, donc, hein, avec bon, les objectifs, et puis après, surtout une partie qui est importante là, sur la définition d'une suspicion clinique.
Donc voilà, avec un cadre, vous verrez, la définition est assez précise, même si en pratique, c'est des fois pas évident de trancher, puisqu'il y a certains symptômes qui sont très courants en élevage. Ensuite, émission du signalement. Il y a aussi détaillé comment réaliser une visite clinique en cas de suspicion, les différentes étapes de la visite et la description un peu du compte rendu qu'il faut pouvoir faire après la visite. Donc, voilà, vous aurez aussi tous ces éléments-là. Ensuite, c'est des aspects qui concernent plus le reste, après c'est en lien avec l'administration, de toute façon, hein, réception et évaluation du signalement, voir si votre suspicion est retenue ou non par l'administration, et puis les modalités de gestion si la suspicion est retenue. Donc ça, on ne rentrera pas trop dans les détails parce que ça, de toute façon, ça sera vu si nécessaire avec les DPP. Justement, cette fameuse visite clinique, hein, vous aurez donc le détail dans l'instruction technique, mais en gros, voilà, il faut donc il y a une inspection du site. C'est vrai que c'est bien de prendre un petit peu la mesure des mesures de biosécurité en place, de la taille de l'élevage, etc. Si on ne connaît pas très bien, documents d'élevage, hein, regardez un peu le registre d'élevage, s'il y a des mouvements de personnes, voilà, des choses qui sont mentionnées là-dessus, c'est conseillé. Après, il y a l'évaluation clinique des animaux, en essayant d'aller d'abord des animaux, des compartiments de l'élevage où il n'y a pas de clinique d'après l'éleveur, vers les zones plus à risque, hein, pour éviter de diffuser la maladie dans l'élevage et d'augmenter l'excrétion. Contribution au recueil d'éléments épidémiologiques, hein, on peut déjà questionner un petit peu, surtout si on a quand même des symptômes un peu évocateurs, l'éleveur sur des risques qui auraient pu être pris, introduction d'animaux, est-ce que l'éleveur est chasseur ou pas, etc. Et puis, un compte rendu de visite où il donne un peu quelques éléments, mais en gros, il s'agit pour l'administration de pouvoir retrouver, voilà, identifier l'élevage, les personnes qui étaient lors de la visite, où les animaux malades ont été vus, quel prélèvement a été fait, voilà, de pouvoir retracer, retrouver ce que vous avez pu faire au cours de cette visite. Voilà. Après, il y a des annexes aussi qui peuvent être utiles, qui peuvent vous être utiles. Il y a un tableau avec du diagnostic différentiel par rapport aux principales maladies qui peuvent évoquer cette affection qui, c'est principalement la peste porcine, de la fièvre et des hémorragies et des congestions et hémorragies. Donc, un tableau de diagnostic différentiel que vous avez aussi dans le document SNGTV, 4 pages. Ensuite, vous avez des mesures de biosécurité qui sont détaillées sur une fiche SNGTV là. Donc, en cas d'autopsie, si on est amené à faire une autopsie en cas de suspicion de peste, on y reviendra brièvement. Fiche de signalement suite à la visite. Et puis, les prélèvements aussi, vous avez des tableaux avec tous les types de prélèvements à réaliser. Si jamais vous faisiez le prélèvement lors de la même visite, alors là, souvent, il peut y avoir, enfin, c'est conseillé normalement d'avoir un échange au préalable avec des DPP, mais dans certains cas, voilà, effectivement, on peut être amené à faire les prélèvements déjà dès la première visite, et donc vous avez des éléments qui sont rappelés là-dedans. Voilà pour l'instruction technique. Donc maintenant, on va rentrer plus sur la connaissance de la maladie et comment la reconnaître. Donc, elle a déjà été présentée dans les grandes lignes, mais c'est un gros virus à ADN qui est très résistant dans l'environnement, malgré tout, même qu'il soit enveloppé. Il résiste 1,5 ans dans du sang, par exemple, au frigo. Il est présent dans tous les exudats et les sécrétions et les excrétions d'un animal malade ou ayant survécu à la maladie, y compris fesses, urine, salive, etc., et particulièrement résistant dans le sang. Voilà, donc effectivement, par exemple, lors de l'autopsie ou lors de l'euthanasie, éventuellement, s'il y a des animaux moribonds qu'on souhaite autopsier pour des prélèvements, il faut essayer d'éviter autant que faire se peut les effusions de sang. Après, c'est très résistant aussi dans les produits issus du porc ou du sanglier qui auraient été malades. Vous voyez, donc c'est y compris dans des salaisons, plusieurs centaines, je crois que c'est 300 jours dans des salaisons. Dans la viande congelée, c'est très très long, c'est très très long. Donc ça a une application. Alors effectivement, c'est souvent comme ça que c'est passé d'un pays à l'autre par des déchets carnés, quoi. Et ça a une application aussi, surtout chez les petits détenteurs, c'est que normalement, on y reviendra, mais enfin, c'est pas normalement, mais c'est dans la réglementation, effectivement, il est interdit du coup de nourrir des porcs avec des restes de cuisine ou de table, c'est-à-dire des restes qui ont pu être en contact, il y a pu y avoir des contaminations croisées avec des produits carnés issus du porc ou du sanglier. Donc c'est un peu, pour des petits détenteurs, c'est un peu le mode d'élevage traditionnel du porc, donc c'est forcément, des fois ça suscite des incompréhensions un peu, mais effectivement c'est un vrai risque et c'est comme ça que ça a diffusé que ça diffuse encore régulièrement entre les pays aujourd'hui.
voilà, l'incubation, c'est à peu près 3 à 15 jours, ce qu'il faut retenir sur cette diapo. Alors, ces diapos sont issus d'une formation SNGTV pour les vétérinaires sanitaires d'une demi-journée où il y a des rappels sur la maladie et aussi où on montre comment réaliser des prélèvements sanguins à la jugulaire voilà, sur des porcs. Donc, voilà, bien sûr, transmission directe, on a vu toutes les sécrétions et excrétions, mais aussi, comme c'est très résistant dans le milieu extérieur, transmission indirecte qui est possible. Et il y a aussi les insectes vecteurs, alors tiques vectrices, dans les régions où elles sont présentes, et aujourd'hui, on s'intéresse aussi, il y a des travaux sur éventuellement les insectes piqueurs, voilà, les diptères piqueurs, entre autres. Voilà, bon là, ça reprend de façon un peu synthétique les différents modes de transmission, les denrées contaminées, bien sûr. Le sang, on en a parlé. Céréales et paille, ils disent que bon, si on est dans des zones où la maladie soit présente, ils conseillent 90 jours de stockage avant utilisation en élevage pour sécuriser cet aspect-là. Bon, matériel, véhicule, pensez bien sûr sensibiliser les éleveurs qui seraient chasseurs. Ici, juste, c'est sur le tableau clinique, parce qu'on a parfois tendance à penser une maladie très grave, donc on va avoir forcément plein de morts. En fait, on ne les a pas forcément de suite. Effectivement, les animaux affectés finissent par mourir, dans leur très grande majorité, puisqu'on a une létalité de 90%, certains disent même un peu plus, enfin, ça dépend un peu des cas, mais c'est de toute façon une très forte létalité. Par contre, c'est pas, la contagiosité est bien moindre que sur la fièvre afteuse, vous l'avez un mouth disease, foot and mouth disease. Vous avez aussi la CSF, c'est la peste porcine classique. Ces deux maladies-là, en fait, sont finalement plus contagieuses. Et dans le même temps où on aurait 100 animaux touchés à partir d'un seul cas sur 100, dans le même temps où on aurait 100 touchés avec de la fièvre afteuse et seulement 2 morts, on n'en a que 10 touchés avec la peste porcine africaine, mais 9 morts. Donc, sur le tableau clinique, ça peut avoir des conséquences. Et sur la surveillance en élevage, d'ailleurs, ça, c'était une description qui avait été faite par Nicolas Rose, qui est épidémiologiste à l'ANSES, qui était allé voir des élevages en Europe de l'Est où sévit la maladie. Et il décrit un petit peu la diffusion dans les élevages de la façon suivante. Donc, la contagiosité est subtile et progressive à l'intérieur d'un élevage de porcs atteints, avec des agrégats d'animaux malades et de morts, non généralisés à l'ensemble des lots de l'élevage, qui peut mettre du temps à s'étendre, surtout si la biosécurité interne est très stricte. Voilà, que les doigts ne rentrent pas trop au milieu des animaux, dans les cases, etc. Cette caractéristique, du coup, peut retarder l'atteinte des seuils d'alerte s'ils sont examinés à l'échelle globale du troupeau plutôt qu'au niveau des unités épidémiologiques. On le verra dans les critères d'alerte, il y a par exemple le doublement du taux de mortalité sur 15 jours. Donc, si on considère ça avec les chiffres de l'ensemble de l'élevage, peut-être qu'on n'y sera pas. Par contre, si on regarde ça à l'échelle de la salle ou même de la case, on peut avoir, par contre, qui peuvent être largement atteints. Donc, c'est en ce sens qu'il faut regarder ça au niveau de la plus petite unité épidémiologique. De la même façon, il faut essayer de passer un peu partout dans l'élevage parce qu'on peut avoir seulement des îlots qui sont d'animaux affectés. Donc il faut, en cas de suspicion, c'est bien d'essayer de voir un petit peu tous les animaux. Voilà, donc pas forcément à s'attendre à quelque chose où on va avoir tous les animaux touchés d'un coup. Et par ailleurs, pas forcément s'attendre à des mortalités d'emblée. On peut avoir des mortalités suraiguës avec sans aucun symptôme, mais apparemment, ce n'est pas la règle générale. Souvent, ça se manifeste d'abord tout simplement par un syndrome fébrile assez marqué. Donc, la température du porc normotherme, c'est plutôt autour de 39, un petit peu moins sur des gestantes, un petit peu plus sur des allaitantes ou des jeunes animaux. Mais en tout cas, quand on est au-dessus de 40, voilà, ça peut être un signe voilà, disons que la peste fait partie du diagnostic différentiel. Évidemment, il y a plein d'autres choses, avec perte d'appétit, là où c'est mesuré, augmentation de la consommation d'eau, et pas forcément de mort sur cette première phase, ça peut mettre plusieurs jours, 5 jours, 7 jours, avant qu'on ait parfois des mortalités. Voilà, donc, le nombre de jours entre les premiers symptômes et les mortalités, je ne vais pas précisément, mais on va citer cette fourchette-là une fois. Donc après, dans les signes qu'on peut avoir, donc outre cette hyperthermie, on peut avoir des regroupements d'animaux, des avortements à tout stade, et après des signes respiratoires et digestifs éventuellement. Voilà, de la pâleur, en lien aussi avec les hémorragies qu'on a, et parfois même des arthrites. Sur les signes digestifs, on peut avoir parfois des diarrhées hémorragiques, mais pas systématiquement. Donc, vous voyez, un tableau clinique qui peut être assez dans un premier temps, en tout cas, pas forcément très spécifique. Donc là, parfois, le jetage nasal peut être hémorragique, séro-hémorragique.
On peut avoir voilà, un exemple de diarrhée hémorragique, effectivement, c'est pas toujours aussi net. Après, donc, effectivement, soit en même temps que ces premiers signes généraux, soit un petit peu en décalé, on peut avoir des lésions externes, hein, avec, vous allez le voir, des hyperémies, des rougeurs, en particulier sur les parties d'équilibre du corps. Pas d'effet sexe ni âge. Ça, dans le diagnostic différentiel, ça peut être quand même intéressant, parce que dans les élevages, on a très souvent des maladies qui affectent plutôt un stade physiologique donné. Donc là, après, toujours pareil, il faudra que le virus est diffusé dans tous les compartiments. Donc là, on voit des zones hyperémies au niveau des oreilles, au niveau de l'extrémité des membres. Vous voyez, c'est pas forcément toujours très marqué, comme sur la photo de droite. Là, c'est au niveau périnéal. Des fois, ça va être très marqué comme ça. Zone hyperémiée. On peut avoir des foyers un peu nécrotiques aussi au centre de ces zones, de ces hémorragies. Voilà, une hémorragie, vous voyez, ça peut être parfois assez discret. Là, on distingue une tétine et puis on a une petite hémorragie cutanée. Voilà, donc au niveau des lésions internes, donc effectivement, ce qui va prédominer, c'est un syndrome hémorragique, avec une lésion qui apparemment est quand même assez, on va pas dire pathognomonique, mais quand même assez évocatrice, c'est donc une très grosse rate friable, hein, on parle de rate boueuse, hémorragique, avec des fois des hémorragies sous la capsule. Et voilà, donc après, on peut avoir des torsions de rate, on peut avoir d'autres causes chez la truie, hein, des rates de très, très grosse taille, mais voilà, il faut quand même penser dans le signe différentiel à la peste. On a, vous allez le voir, hein, hypertrophie et congestion ou hémorragie au niveau des nœuds lymphatiques, qui peuvent des fois être très marqués. Pétéchie sur les reins, la vessie, hein, rein, vessie, nœud lymphatique et rate, vous verrez dans les critères officiels de suspicion, c'est les 4 lésions qui sont reprises. On peut avoir des fois de l'acide aussi, en quantité importante. L'œdème pulmonaire aussi. Voilà. Alors, toutes les lésions ne sont pas forcément présentes chez un même animal. Hein, donc, effectivement, ça peut être intéressant, s'il y en a plusieurs animaux autopsiés, de faire plusieurs autopsies. Donc, ça, on reviendra aussi sur les autopsies. Voilà, donc là, vous voyez la rate, hein, qui est de taille augmentée. Vous avez une rate normale à côté de l'estomac, là, en bas. Et puis, je ne sais pas si vous voyez la souris. Je ne sais pas si vous voyez la souris passer. Là, une rate normale. Et puis, ici, une rate de taille augmentée. Voilà. Les nœuds lymphatiques, parfois très voilà, hémorragiques. Parfois, là, c'est au niveau de la séreuse de l'estomac, hein, en pinceau. Ici, vous avez donc les amygdales, hein, qui peuvent être hémorragiques, en haut en particulier, c'est là que c'était mentionné. Au niveau du rein, on peut avoir des pétéchies à l'intérieur du cortex et même dans le bassinet. On peut avoir aussi voilà, des hémorragies coalescentes. Ici, hein, sur le cortex du rein. Donc là aussi, on a d'autres affections, hein, qui peuvent causer des glomérulonéphrite, qui peuvent faire un petit peu penser. Bon, mais surtout quand on a même des hémorragies à l'intérieur du rein et dans le bassinet, c'est vrai que quand même, il faut vraiment quand même pouvoir y penser. Voilà, des fois, ça devient presque coalescent, hein, tellement c'est important. Là, c'est l'intérieur de la vessie, donc vésicale. Le cœur, avec aussi voilà, un épanchement péricardique assez important, des hémorragies. Là, on voit une hémorragie au niveau du poumon, qui pourrait presque faire penser à de la pneumonie enzootique, là, classique, mais voilà, mais on voit quand même que c'est un petit peu différent, et là, il s'agissait d'une hémorragie liée à la peste. Saignement, pardon, au niveau de l'estomac. Donc là, effectivement, ça arrive, hein, qu'on en ait aussi, là encore, avec des ulcères gastriques qui peuvent se produire quand même régulièrement, qui peuvent se produire en élevage, mais là, c'était lié à la peste. Sur les critères de suspicion, donc, voilà, hein, l'objectif, toujours pareil, détecter rapidement, et il faut qu'il soit signalé à la DDPP. Normalement, en quittant l'élevage, hein, c'est bien de faire le point avant de quitter l'élevage, au cas où ça aide toujours de toute façon de discuter des choses. Est-ce qu'on a bien pensé à communiquer sur les choses importantes avec l'éleveur? Comment on va gérer les prélèvements si on en a fait, etc. Donc ça, c'est toujours bien si on arrive à échanger
avant de partir. Sur ces critères de suspicion officiels, on a, alors c'est du, vous allez voir dans des signes, c'est du et ou, donc signes généraux, hein, donc soit effectivement le syndrome fébrile avec hyperthermie, anorexie, apathie, et ou les fameux avortements hein, en nombre augmenté, et ou de forte mortalité sous la mer, morcelée sous la mer, et ou les fameuses lésions hémorragiques externes. Donc si on a un de ces 4 cas de figure, ou si on a un doublement du taux de perte sur 15 jours, dans l'unité épidémiologique hein, la plus pertinente, ou si on a des lésions internes caractéristiques, en particulier, comme on le disait, rate lymphatique d'une part, rein et vessie de l'autre. Voilà, si on est dans un de ces 3 cas de figure, on est dans le cadre des critères de suspicion d'une peste porcine, sachant que il faut aussi être en absence, hein, il ne faut pas qu'il y ait des diagnostics différentiels avérés. Voilà, donc là, c'est un peu toute la difficulté parfois. Et donc, ce qui est bien précisé dans l'instruction technique, c'est qu'il faudrait que le diagnostic différentiel ne retarde pas l'émission de la suspicion. C'est-à-dire, si on a, voilà, c'est peut-être de la fièvre, c'est peut-être de la grippe, mettons, voilà, il ne faut pas qu'on fasse des sérologies en attendant de voir quel sera le résultat pour écarter la grippe dans un premier temps. Il faut pouvoir faire poser ce diagnostic différentiel avec les éléments qu'on a le jour de la visite. Et sinon, voilà, comme le disait Mme Vogler, en fait, on va y revenir, on a un outil de PCR qui, normalement, en 2-3 jours, nous donne un résultat. Donc, même dans un élevage de taille un peu importante, décaler un départ de porc charcutier de 2-3 jours, voilà, c'est souvent envisageable. Hein. Donc là, il faut, comment dire, et puis surtout si, évidemment, bon, si la suspicion est forte, là, il faut pas hésiter, évidemment. Mais même en cas de doute, vraiment, c'est un outil auquel on peut recourir assez facilement dans tout type d'élevage pour soulever le doute, quoi. Donc, vraiment, de ne pas s'en priver. Ici, donc je ne vais pas revenir en détail parce que ça, c'est un extrait hein, de l'instruction technique, hein, mais c'est ce que je vous ai présenté précédemment, mais de façon plus détaillée. Voilà, vous avez, entre autres, par exemple, les lésions, hein, c'est ici dans l'avant-dernier paragraphe, là, qui sont un peu détaillés, hein, avec la splénomégalie, rate boueuse, on en a déjà parlé, les reins hypertrophiés avec pétéchie, les nœuds lymphatiques, hein, hypertrophiés congestionnés, la face interne de la vessie hémorragique. Voilà, élevages familiaux hein, qu'on peut aussi rencontrer, que vous pourrez rencontrer sûrement aussi dans votre clientèle. Donc là, c'est un petit peu différent parce que bien sûr, on n'a pas les critères épidémiologiques comme dans un élevage type doublement du taux de perte. Mais ici, donc sur un seul porc, hein, la présence sur un seul porc de signes évocateurs généraux, accompagnés de lésions externes, voire de lésions internes, doit amener le vétérinaire à poser une suspicion. Donc là, il faut que les signes généraux, hein, une simple fièvre, bon, on n'est pas encore dans le critère de suspicion. Par contre, bon, sauf s'il y avait des éléments voilà, qui se laissaient penser, mais par ailleurs, mais sinon, après, effectivement, signes généraux accompagnés voilà, soit de lésions externes, soit de lésions internes. En élevage de sanglier, c'est un peu la même chose qu'en élevage de porc, sauf qu'on n'a pas tout à fait les mêmes indicateurs. Donc, on va parler de mortalité inhabituelle, non spécifique d'une tranche d'âge, hein, ça touche toutes les classes d'âge. Hein. Le sanglier est à peu près aussi sensible que le porc, hein, donc on a à peu près les mêmes taux de létalité, etc. Pour ce qui est de l'hyperthermie, ça va être la recherche de points d'eau, hein, qui va pouvoir permettre éventuellement de détecter ça dans des parcs ou autres. Et puis les lésions, par contre, internes sont les mêmes que chez le porc, et on a toujours, pareil, l'absence de diagnostic différentiel. Voilà, alors l'autopsie, elle est encouragée par l'instruction technique, à condition de pouvoir la faire dans des bonnes conditions de biosécurité. Donc là, vous aurez la fiche SNGT hein, qui reprend un peu ces mesures en annexe de l'instruction technique. En gros, dans les grandes lignes, il est conseillé de faire ça en fin de visite, hein, à l'extérieur des bâtiments d'élevage, hein, pour éviter, encore une fois, de multiplier le virus trop dans l'élevage. Zone facile à désinfecter, idéalement sur une bâche qu'on pourra replier à la fin. On laisse évidemment tout le matériel sur place qui sera géré en relation avec des DPP, peut-être une fois qu'on aura les résultats de l'analyse, hein, en fonction. Il faut effectivement éviter les épanchements sanguins. Le matériel souillé doit être éliminé en daserie. Voilà. Et donc, on va laisser le maximum de choses sur place. On va y revenir juste après. Donc là, voilà, il était précisé. Donc les prélèvements, on va y revenir. Hein, je n'insiste pas trop là-dessus. Après, effectivement, il y a, hein, ça c'était toujours extrait de la fameuse formation SNGTV, hein, en cas de suspicion de peste porcine, le praticien ne doit pas sortir de l'élevage sans avoir déclaré la suspicion à la DTPP pour gérer le devenir du cadavre
et préciser les mesures de désinfection, les mesures conservatoires pour éviter de diffuser la maladie soit par nous-mêmes, soit par les leveurs. Voilà, puis après, désinfecter les roues. C'est vrai qu'en cas de suspicion, si on a un peu de vircon équivalent, piquant ou autre dans le véhicule, ça permet de effectivement passer un coup sur les roues, éventuellement sur les bottes, si malgré les surbottes ça n'a pas suffi. Voilà, il y a des petites mesures, ça je pense que de toute façon vous faites chacun à sa façon de procéder, mais c'est vrai que souvent moi je mets des gants de fouille sous les gants de latex pour éviter bien sûr de trop se salir les avant-bras. Voilà. Et puis station de lavage, et puis ne pas retourner dans un élevage porcin normalement, hein, quand on a été, c'est comme quand on vient d'une zone réglementée, donc pendant 48 heures de nuitée. Voilà, donc les prélèvements, en fait, il faudrait normalement prélever 5 suidés par unité épidémiologique touchée. Dans chaque sous-unité épidémiologique, même touchée, il faudrait faire 5 prélèvements. Alors, en priorité sur ceux qui sont morts, si possible, assez récemment, ou des moribonds qu'on aurait euthanasiés. Et donc là, il faut faire des prélèvements d'environ 20 grammes de chacun des 3 organes suivants. Donc la rate, les amygdales et nœuds lymphatiques. Alors effectivement, amygdales sont souvent plus dures à prélever, mais déjà si on a la rate et éventuellement des nœuds lymphatiques, c'est déjà ça. Et puis donc il faut mettre un prélèvement par pot, hein, par flacon stérile et étanche, et un prélèvement par animal et par flacon. C'est-à-dire que si on a 3 porcs, on va mettre, et qu'on prélève à chaque fois la rate et les nœuds lymphatiques, on aura 6 flacons. Hein. On ne mélange pas les types de prélèvements et les animaux dans un même flacon. Et puis ensuite, si on a des animaux qui, pour compléter, en fait, pour arriver jusqu'à 5, des fois on a seulement 2 autopsies, par exemple, ou une autopsie à faire, et après, normalement, il faudrait compléter avec des animaux en hyperthermie, et donc là, c'est des prélèvements sanguins, c'est d'où l'intérêt de la formation là, hein, pour apprendre aussi à prélever sur tube. Et donc là, le plus important, c'est le tube EDTA, celui qui permettra de faire la PCR. Après, il y aurait le tube parallèle de la virologie. Tube sec, c'est finalement, très souvent, un porc, il meurt avant d'avoir séroconverti, donc c'est d'un intérêt moindre. Mais voilà, si on peut faire les 3, c'est l'idéal. Voilà. Donc, gestion de l'expédition en relation à la DDPP. Et puis, donc, il existe cette fameuse formation hein, à laquelle vous pouvez vous inscrire, qui est proposée régulièrement par les DDCPP qui s'appelle donc peste porcine africaine, réalisation pratique des prélèvements sanguins sur porcin. Voilà. Et pour juste conclure cette partie sur la surveillance événementielle, cette fameuse fiche SNGTV que vous pourrez trouver sur un autre site qu'on reverra aussi à propos de la biosécurité, qui est un site entre autres, voilà, qui a été construit par l'IFIP, l'Institut technique du porc, et qui a mis entre autres, alors il y a plein d'éléments sur la biosécurité, et il y a aussi dans les fiches PPA, la fameuse fiche que vous pouvez télécharger, voilà, qui reprend un petit peu les principaux éléments de tout ce qu'on vient de voir. Et voilà. Et donc là, c'est un peu le contenu de cette fiche, hein, mais effectivement, les sources de virus, formes cliniques, les lésions necropsiques, les tableaux de diagnostic différentiel, que faire en cas de suspicion, les prélèvements à faire pour les analyses de laboratoire, les principaux conseils à donner aux éleveurs, et puis les critères de suspicion officiels. Voilà, donc là, je vais laisser ma parole à Monsieur Arn pour le réseau SAGIR. Et après, on reprendra pour 20 minutes pour finir avec la biosécurité. Vous passez le diapo? Ou je passe la Virginie, main? vous les avez? Alors, oui, moi, je Moi, les ai, mais comme vous voulez. je peux les passer aussi si vous voulez, je les ai. Comme Ah, passez-les, c'est bon. vous me ferez signe. Allez, vas-y, DM alors. Comme ça, moi, je gère les entrées et les micros. Alors, je vais repartager. Voilà, je ne sais pas si vous avez... Ouais, c'est un cours. C'est bon. Alors, pour l'OFB, alors bonjour à tous. Pour l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, on a un réseau qui s'appelle SAGIR. Donc, c'est surveiller pour mieux agir. Vous pouvez passer la diapo là. Du coup, en fait, c'est un réseau qui existe depuis 86. C'est un réseau qui a été monté avec les fédérations de chasse et l'ONCFS, qui est devenu l'OFB en 2020.
Donc, c'est un réseau qui travaille sur la faune sauvage, et ça, je le dis bien aujourd'hui, c'est l'OFB travaille sur le volet faune sauvage. Donc, ce réseau-là, il travaille vraiment sur l'ensemble de la faune sauvage. Donc, l'ensemble des vétérinaires peuvent être impactés, pas que pour la peste porcine, en fait. On ramasse des animaux où on pense qu'il y a une suspicion de maladie, telle qu'elle soit. Donc, ça peut impacter la peste porcine, mais ça peut impacter d'autres maladies. C'est toute suspicion. Et depuis très peu, le réseau Sagir a intégré le volet amphibien et pas encore totalement le volet aquatique. Donc, le but, c'est vraiment de détecter toute apparition de maladies que sur la faune sauvage, de voir tout ce qui est transmissible, de surveiller tout le territoire. Et voilà. Enfin, là, vous pouvez passer l'autre diapo. Oups, voilà. Là, vous avez les contacts pour l'ensemble de l'OFB, en tout cas pour l'ensemble des départements. C'est-à-dire que on a une coordonnatrice nationale, on a une coordonnatrice nationale spécifiquement pour la PPA, qui est Stéphanie Deveau, un interlocuteur régional, donc moi-même, et pour chaque département, on a un interlocuteur. Donc, quelle que soit la maladie, s'il y a une suspicion sur la faune sauvage, vous pouvez interpeller l'ensemble des services départementaux. Du coup, le protocole, donc techniquement, c'est que bon, on trouve un animal mort ou moribond, il y a une suspicion. Cet animal-là va être amené au laboratoire avec toute la biosécurité. Je ferai un petit point après derrière. Et l'agent collecteur, donc quand on appelle agent collecteur, c'est soit au niveau des fédérations de chasse, soit au niveau de l'OFB. On crée ce qu'on appelle une fiche Agir que je vais vous montrer après, et on saisit les bases de données dans Epiphone. Epiphone, c'est un applicatif national. Alors c'est assez important parce qu'en fait, les laboratoires vont pouvoir intervenir dans Epiphone. Et du coup, s'il y a alerte sur quelle que soit la maladie, on va pouvoir lancer des alertes nationales et mettre tout le monde en réseau. Voilà, vous pouvez passer sur la diapo suivante, ça sera la fiche Agir. Donc la fiche Agir, en fait, ça va revenir, ça va pas, c'est juste pour vous montrer un peu le protocole, mais c'est un peu le même protocole que ce que vous pouvez suivre sur le volet porcin. C'est-à-dire qu'on a une fiche de signalement avec, comme vous voyez en haut, c'est les codes barres, c'est des autocollants. C'est pour qu'on puisse coller un code barre sur chaque fiche, chaque prélèvement qu'on a effectué sur les animaux. Aujourd'hui, tout agent de OFB a une journée complète de formation sur la police sanitaire. C'est sur nos prérogatives police. Et sur tout le volet biosécurité, c'est-à-dire comment on intervient en cas de peste porcine. Sachant que la peste porcine, pour nous, elle peut être impactée à la fois sur la faune sauvage, je dirais, libre, c'est-à-dire dans la nature, tout simplement. Donc souvent, certainement, au bord d'un cours d'eau pour la PPA, ou bien alors, ça peut être également sur des enclos, et ça, je vais y venir un petit peu après, parce que ça y est, on a des enclos de chasse, des parcs de chasse, on a des sangliers chez certaines personnes également, et c'est là où vous allez pouvoir être impacté en tant que vétérinaire, je pense, et également sur des élevages. Donc ça, une fois que la fiche Agir elle est remplie, en fait, c'est un peu le style de base de données que nous, on peut retrouver via le sanglier, par exemple. C'est toutes les qui a collecté. Donc là, vous voyez bien un FDC 46. C'est les fédérations de chasse et les SD, c'est nous. Du coup, nous, on impacte ça et on peut se permettre de pouvoir faire des requêtes assez rapides en fonction des départements. Et ça, en fait, une fois que ça s'est saisi dedans, les laboratoires vont pouvoir inclure les résultats dedans, ce qui va pouvoir nous permettre de lever les alertes. Donc là, on est bien sur le volet Sagir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de la surveillance. C'est de la prévention qu'on fait là. Après, l'OFB, elle a un second rôle, ça s'appelle la police sanitaire. Donc, là, vous pouvez passer par-dessous. On va passer assez rapidement dessus, mais là, maintenant, on a des prérogatives
que l'OFB a une double tutelle avec la DGAL. Donc, c'est là où parfois il y a un peu d'ambiguïté avec nous, c'est-à-dire que nous, on s'occupe de la faune sauvage, certes, mais du coup, parfois il y a des interactions entre faune sauvage et faune domestique, et c'est là où on peut intervenir. Sur le volet police sanitaire, on va intervenir au moment où il y aura des arrêtés, c'est-à-dire des arrêtés de mise sous surveillance ou des APDI, pardon. Et c'est là où on va faire valoir nos prérogatives de surveillance et de mise en application de ces arrêtés-là. Voilà. Vous pouvez passer à... Donc là, c'est le volet, c'est une des fiches que j'ai mis en exemple, hein, qu'on peut retrouver dans le cadre de la biosécurité PPA une fois que c'est avéré, par exemple. Donc c'est exactement ce que vous utilisez pour les élevages porcins. En fait, les modalités sont identiques. C'est que souvent aujourd'hui, on ne sait pas trop qu'il y a des élevages de sangliers, qu'il peut y avoir des enclos de chasse, etc. En gros, nos formations sont identiques à la vôtre sur le sujet. Donc voilà, ça c'était juste pour le stipuler. Donc nous, on est en capacité de se mettre en ordre de bataille, hein, c'est-à-dire qu'à la fois on a nos services départementaux, mais après on a une brigade mobile d'intervention qui est aussi formée au sujet. Et après, on fournit le matériel aux agents qui interviennent chez nous, mais pas à l'ensemble des personnes. Ça, c'est assez important. Donc, en cas de crise, en effet, il y aura des modalités pour pouvoir acquérir le matériel de biosécurité. Voilà. Alors là, je vous ai fait rapidement la notion d'enclos et de parc de chasse qui est réglementée par le Code de l'environnement. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez restrictif quand même. C'est-à-dire qu'il faut éviter l'interaction en enclos et en dehors des enclos également. Donc on est sur un peu les mêmes capacités que les élevages porcins, c'est-à-dire qu'il doit être imperméable, etc. La chose. Donc ça, c'est assez important parce qu'en fait, en cas, enfin, pour éviter que ça se dissimule de partout, qu'on se retrouve bien avec quelque chose le plus fermé possible et le plus rapidement possible. Voilà, vous pouvez passer la diapo suivante. Là, vous pouvez les passer, c'est juste à titre d'information. Aujourd'hui, c'est quoi un élevage? Donc, on catégorise l'élevage sur une catégorie A et B, c'est-à-dire c'est remis en milieu naturel ou bien alors lié à la boucherie, tout simplement. Donc, c'est exactement la même chose après que les élevages porcins, hein, c'est qu'on tient un registre, etc. Et nous, on est en capacité également d'aller contrôler ces élevages tout en préservant, au même titre que les élevages porcins, la biosécurité avec les mêmes équipements, je pense. Voilà. J'ai fait un dernier diapo, alors elle date pas d'aujourd'hui, mais bon, aujourd'hui, c'est pas beaucoup mieux. C'est-à-dire que du sanglier, on en a un petit peu partout. On a des densités assez importantes, notamment chez nous quand même sur le volet pyrénéen, avec toute la difficulté si ça apparaît encore si ça apparaît sur une zone de plaine, ça sera assez simple, entre guillemets. Par contre, en zone montagneuse, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Toute la question aujourd'hui dans les Alpes, aujourd'hui, il y a des réunions qui se font au niveau transfrontalier avec l'Espagne également. Donc voilà, ça sera toute la difficulté en fonction de la zone où ça apparaît et là où on doit intervenir. C'est pour ça que plus vite on est au courant, mieux ça sera, je pense. Voilà, vous pouvez passer la diapo après. Après, je rappelais simplement, au même titre que tout à l'heure, hein, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure qui ont été présentées, mais c'est surtout le volet saut de puce qui peut arriver sur certains élevages ou des denrées qui sont lâchées, même en extérieur, hein. Du coup, de pouvoir être prévenu assez rapidement, parce qu'en fait, on peut se rendre compte qu'il y a des zones qui n'étaient pas du tout infestées et qui peuvent l'être très rapidement. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire sur le volet stagiaire. Donc nous, au niveau OFB, on intervient bien sur deux volets, hein, à la fois sur ce volet de surveillance en collaboration avec les fédérations,
On a un gros réseau de surveillance quand même au niveau français. Mais aussi, après, on a nos prérogatives de police sanitaire où on devra faire appliquer les arrêtés. Voilà, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. J'espère avoir été clair. Enfin, après, si vous avez des questions. Pour moi, c'était parfait. Alors, on va enchaîner avec la biosécurité. Voilà. Donc, là, normalement, vous allez avoir le diaporama qui s'affiche. Voilà. Donc, biosécurité, hein, comme je veux dire, ça va être vraiment très rapide, mais je vais au moins vous donner aussi des éléments pour, bon, peut-être certains d'entre vous sont déjà bien familiers, mais pour ceux qui ne le seraient pas, donc il y a le site biosécurité.ifip.asso que j'ai déjà, vous ai déjà montré pour récupérer la fiche PPA, où il y a évidemment beaucoup de choses et vous pourrez trouver toutes les informations beaucoup plus détaillées, hein, ce dont je vais vous parler. Donc ensuite, parler de quelques grands principes de la biosécurité en élevage de porc, et puis vous dire un mot d'un audit qui a été développé par la filière porcine, PIC Connect Biosécurité, voilà, qui est une façon à la fois de faire le point sur le niveau de biosécurité d'un élevage donné et qui pourrait éventuellement, en cas de crise, être aussi utilisé par l'administration pour gagner du temps et dans une certaine mesure, hein, alors voilà, ça remplacera pas un audit officiel fait dans une zone réglementée, mais ça pourrait permettre de prioriser pourquoi pas certaines visites ou autres, ça pourrait être un atout éventuel. Voilà, donc sur ce site, hein, donc vous avez en particulier donc, la réglementation à l'élevage, tous les textes réglementaires. Il y a entre autres, il y a eu un arrêté, hein, le premier, qui fixe le grand cadre de la biosécurité en élevage, hein, que vous voyez tout à fait à droite, là, du 16 octobre 2018. Ensuite, ça a été complété par des instructions techniques, donc qui sont susceptibles d'être mises à jour un peu plus fréquemment. Il y en a une sur la biosécurité qu'on va voir juste après. Alors, avant de passer à cette instruction, vous avez aussi sur cette première diapo, donc le plan de biosécurité en élevage de porc, hein, c'est le second document, là, en partant de la gauche. Donc ça, en fait, tous les détenteurs de SUID à titre commercial, les élevages commerciaux, doivent avoir un plan de biosécurité qui reprend en fait l'ensemble des mesures de protection de leur élevage. Et donc, on peut le télécharger là-dedans. L'IFIP, là, en fait, a pré-mâché un petit peu le travail aux éleveurs et a fait un document qui suffit après de compléter pour être à jour sur cet aspect-là. Sur les autres documents que vous avez pareil dans la partie réglementaire, hein, donc vous avez l'instruction technique. Donc, vous avez l'instruction technique sur les mesures de biosécurité et juste à droite, une instruction technique spécifique sur les clôtures en plein air. Donc là, qui est assez succincte, qui est bien, je trouve qu'elle est très lisible. Donc, si vous avez des questions sur des clôtures en plein air ou enfin, où un éleveur se pose des questions, vous pouvez le renvoyer à ce document parce que voilà, il est vite parcouru, il est accessible et voilà, il est instructif. Et après, vous avez des tableaux de synthèse qui ont été faits entre autres par l'IFIP pour voilà, mettre sous forme de tableau le contenu de ces textes et aller directement aux parties qui nous intéressent. Hein, c'est ventilé en fonction des différents niveaux des différents aspects de la biosécurité. Il y a des parties sur le SAS, sur les clôtures, sur les carissages, etc. Et vous avez même le vadémecum d'inspection de la biosécurité en élevage de porc. Ensuite, une autre partie qui est utile, c'est les foires aux questions, parce que dans ces documents réglementaires, dans ces textes réglementaires, vous n'avez pas forcément tous les petits détails. Et donc, il y a une foire aux questions qui existe pour la biosécurité en élevage, mais aussi pour le transport d'animaux. Et donc, vous avez là aussi par thème toutes les questions qui ont pu nécessiter des précisions. Et alors, voilà comment ça marche. Les éleveurs, hein, vous savez que dans les élevages, donc, il y a eu obligation pour les élevages commerciaux, au moins pour ce titre commercial, hein, les autres après c'est facultatif, mais d'avoir un référent biosécurité qui a dû suivre une formation. Le référent peut poser éventuellement des questions auxquelles il n'aura pas la réponse à son vétérinaire, à un encadrement technique, ou formateur qu'il a eu pour la formation de biosécurité. Soit les éléments sont accessibles sur la foire aux questions, les éléments de réponse, soit après, vous avez les mails de personnes qu'on peut contacter qui, soit elles-mêmes auront la réponse, soit transmettront à un référent national qui va centraliser et coordonner de façon qu'il y ait
une homogénéité dans les réponses, et ensuite c'est redescendu au niveau de cette foire aux questions, de ce document. Voilà, donc, comme je vous disais, ça va être forcément très très rapide, mais juste peut-être parler du champ d'application de cette réglementation, puisque effectivement vous avez peut-être affaire à des petits détenteurs, à des fermes pédagogiques ou autres, donc savoir en gros quelle est la réglementation qui s'applique à eux. Ensuite, parler de la sectorisation des élevages, bon, ceux qui font de la volaille et autres aussi, pareil, bien familiers avec ça. Et ensuite, on parlera un peu aussi de la protection des élevages, en particulier des clôtures, quoi, hein, qui sont dans les clous au niveau réglementaire. Après, il y a d'autres aspects qu'on passera, mais vraiment très rapidement, parce qu'on n'aura pas le temps de les présenter en détail. Alors, donc, sur le champ d'application, hein, en fait, cet arrêté et cette instruction s'applique à tous les détenteurs de SUID, hein, à but commercial ou non commercial. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des dérogations pour les détenteurs à titre non commercial. Hein. Alors, il y a deux grandes familles dans les non commerciaux qui ne tirent pas de revenus, en gros, de la détention de leurs animaux, de leurs SUID. Il va y avoir les ports de provision, hein, les gens qui ont des ports pour de l'autoconsommation, et les ports de compagnie, qui sont leur définition à eux, c'est qu'ils partagent le même milieu de vie que leurs propriétaires. Donc, vous verrez, eux, c'est encore plus allégé. Donc, de façon générale, pour les détenteurs non commerciaux, ils ne sont pas tenus d'avoir un référent biosécurité qui ait suivi une formation d'une journée. Ils ne sont pas tenus, comme je vous disais, au plan de biosécurité, ni à définir un plan de circulation, hein, avec les 3 zones et puis la gestion des flux sur l'élevage. Ils n'ont pas besoin d'avoir de quai ou d'aire de stockage, ni d'aire d'équarrissage. Par contre, la contrepartie, c'est qu'il faut que ces SUID soient strictement séparés de SUID détenus dans des exploitations commerciales. Puisque les mesures sont allégées pour eux, il ne faut pas pour autant qu'ils fassent prendre des risques aux autres. Et donc, normalement, il y a une sortie qu'à destination de l'abattoir. Voilà. SUID de compagnie, eux, ils n'ont qu'une obligation, en fait. Après, bon, bien sûr, un petit peu plus, peu moins, mais par contre, il y a quelque chose qui leur reste applicable, c'est interdiction de nourrir avec des déchets de cuisine ou de table. Pour les parcs zoologiques et les fermes pédagogiques, en fait, en gros, c'est les mêmes obligations de résultats que dans chez les détenteurs commerciaux, mais avec certaines souplesses qui peuvent être accordées, mais il faut qu'ils montrent qu'au final, leur plan de sécurité permet d'arriver au même niveau de protection. En gros, c'est un peu ça. Et au niveau d'obligation de moyens, ils peuvent avoir des souplesses un peu supplémentaires, comme les accueils du public. Alors, sectorisation de l'élevage, hein, vous avez donc les 3 zones, zone d'élevage, zone professionnelle et puis zone publique, en partant du cœur de la zone vraiment à protéger vers l'extérieur. Donc, comme je vous le dis, c'est vraiment très résumé, hein, mais donc, dans la zone d'élevage, il ne doit y avoir que les SUID de l'exploitation, pas d'autres espèces, y compris s'il y a des bovins ou une exploitation mixte ou autre, il faut qu'il y ait quand même une zone d'élevage propre aux SUID. La seule chose qui est tolérée, c'est le chien de travail dans les élevages plein air. Et puis, pour les personnes, il faut qu'elles soient passées par le SAS. Hein, forcément qu'elles soient passées par le SAS. Donc, par exemple, un chauffeur de camion qui rentre sur un quai d'embarquement, par définition, il n'est pas passé par le SAS, donc le quai d'embarquement n'est pas dans la zone d'élevage. Effectivement, c'est en zone professionnelle pour le coup. Donc, voilà, ça c'est la zone d'élevage. Et donc, vous allez le voir, il faut qu'elle soit protégée vis-à-vis de l'intrusion, en particulier des sangliers, mais aussi de véhicules ou d'autres animaux. Voilà. Et il y a bien sûr des conditions concernant le matériel introduit. Donc là, c'est un peu spécifique selon le type de matériel. Mais en gros, si c'est partagé entre des élevages, il faudrait le désinfecter en sortant du premier élevage à l'entrée dans le second. Et puis, il peut y avoir des choses un peu allégées. Par exemple, pour un véhicule qui serait présent sur l'exploitation en zone professionnelle, qui resterait toujours en zone professionnelle et qui de temps en temps rentrerait en zone d'élevage, il y a une tolérance pour ne désinfecter que les roues. Donc ça, c'est précisé après en détail dans les textes. Ensuite, la zone professionnelle, en gros, il y a 2 objectifs de cette zone qui est un peu intermédiaire, un peu tampon. C'est premièrement éviter que des véhicules ou des personnes non indispensables s'approchent de l'élevage. Donc, il est demandé de matérialiser l'accès physiquement. Donc, ça peut être une barrière, une chaînette. Éventuellement, ça peut être toléré un marquage au sol, mais dans ce cas-là, il faut quand même mettre un piquet ou présenter qui explique qu'on rentre en zone d'élevage, en zone professionnelle, sur un site d'exploitation. Et après, il y a un deuxième objectif, mais qui, là, en fait, ne serait obligatoire que si l'élevage se trouve en zone réglementée, avec des cas de peste pas trop loin, c'est éviter que les sangliers s'approchent trop de la zone d'élevage, donc avec une clôture, qui pourrait faire tout le tour de la zone professionnelle, ou qui pourrait éventuellement passer à l'intérieur de la zone professionnelle par endroit, si c'est trop grand ou trop compliqué à clôturer. Mais il faudrait éviter que les sangliers puissent s'approcher des silos, des accès régulièrement empruntés par l'éleveur, etc.
Après, donc, il y a la zone publique. Donc là, l'équarrissage figure obligatoirement en zone publique. Et puis, il peut y avoir les zones d'habitation, parking visiteur si possible, pour les personnes qui ne sont pas indispensables au fonctionnement, des véhicules qui ne sont pas indispensables au fonctionnement. Ça peut être le parking toléré en zone professionnelle, mais le plus loin possible. Alors, la zone d'élevage, elle doit être physiquement délimitée, hein, comme on l'a vu. Bon, éviter que les porcs, bien sûr, sortent ou les sangliers, mais aussi que des suidés sauvages rentrent, qu'il y ait des déviations d'animaux, d'autres animaux ou de personnes qui rentreraient par mégarde. Donc, il faut que ça soit fermé. Si c'est des bâtiments, ben voilà, il faut que les bâtiments soient fermés. Et on va revenir après sur les types de clôtures ou de barrières qui sont aussi envisageables pour délimiter cette zone d'élevage. Il y a quelque chose sur lequel ils insistent, c'est que c'est vraiment la notion centrale, d'avoir une zone d'élevage étanche, en particulier au sanglier. Même si on a une zone professionnelle qui est étanche au sanglier, enfin qui est clôturée, il faut quand même avoir une zone d'élevage étanche, parce qu'on considère que dans une professionnelle, il y a des camions qui rentrent, ça reste ouvert de temps en temps. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de dérogation de ce côté-là. Si c'est multi-espèces, voilà, pas de mélange, on l'a déjà vu. On peut bien sûr avoir plusieurs zones d'élevage. En plein air, le principe, c'est qu'au niveau des parcs des animaux plein air, on a deux types de suidés qui vont être protégés de façon différente. On a d'une part les reproducteurs, futurs reproducteurs ou animaux pubères qui voilà, sont susceptibles d'attirer plus les sangliers lors des venues en chaleur. Donc, eux, ils auront forcément la protection maximale. Et après, on a l'engraissement d'animaux non pubères ou variétomisés ou fermes stérilisées. Et dans ce cas-là, on peut bien sûr avoir le premier niveau de clôture, mais on peut aussi avoir des clôtures allégées. Dans cette instruction technique que vous trouverez là, comme on l'avait vu dans le site de sécurité pour les FIP, il est détaillé également la question de l'ouverture des parcs, comment gérer les parcs en rotation, les hangars ouverts vers l'extérieur, par exemple des bâtiments paillés, voilà, les passages extérieurs, circulation des suidés. Donc tout ça, on ne va pas y revenir, mais vous le trouverez là-dedans. Voilà, donc sur le plein air, le gros principe, c'est qu'il faut à la fois, et ça reste valable aussi pour tout type de zone d'élevage, il faut à la fois éviter l'intrusion des suidés sauvages, mais aussi le contact. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'on peut très bien avoir une clôture qui évite l'intrusion, mais qui n'évite pas le contact. Donc, pour ce faire, il y a une première clôture extérieure qui permet d'éviter l'intrusion des suidés sauvages, qui doit être conçue pour que les sangliers ne rentrent pas, et puis une seconde clôture à l'intérieur, qui est posée à au moins 25 cm de la clôture extérieure, et qui doit éviter que les porcs, les suidés détenus dans l'exploitation, s'approchent trop de la clôture extérieure et puissent avoir un contact groin à groin. Voilà. Donc, bien sûr, si c'est un mur plein ou quelque chose de plein, là, ça protège à la fois de l'intrusion et du contact. Donc, il faut par contre que ça fasse au moins 1,30 m de haut. Voilà, les différentes clôtures et barrières. Bon, les sangliers peuvent passer plus d'1,30 m, mais il fallait bien retenir à un moment donné un chiffre. Et comme il y avait déjà des clôtures réglementaires à ce niveau-là, c'est celui qui a été retenu. Voilà. Donc, clôture extérieure, donc la fameuse clôture qui est valable pour tout type d'animaux, y compris les reproducteurs, c'est forcément du grillage posé sur des poteaux fixes. Alors, grillage à maille progressive, le but étant d'éviter que les sangliers passent trop facilement leur groin dans les mailles inférieures pour le soulever. Hauteur minimale de 1,30 m, voilà, pour limiter quand même le risque qu'ils passent par-dessus. Et il ne faut pas qu'ils passent à travers non plus. Et donc, résistance suffisante, là, c'est une obligation de résultat pour éviter l'enfoncement, qu'il soit suffisamment tendu. Et puis équipé d'un dispositif empêchant bien sûr qu'il passe par en dessous. Donc soit il est enterré, le grillage est enterré ou avec un rabat ou verticalement, soit sinon il faudrait du fil électrique, au moins 2 fils, avec des normes au niveau du courant qui passent. Voilà, donc vous avez des exemples, donc effectivement, un rabat enterré ou les fils électriques. Voilà, donc quand c'est uniquement des animaux d'engraissement non pubères, qui ne risquent pas de venir en chaleur, on peut se contenter d'au moins 2 fils. Avec pareil des normes sur l'électricité. Et il faudrait enregistrer, effectivement, si c'est overiotomisé, il faudrait que ce soit noté quelque part. Pas juste que le jour du contrôle, on dise que ça a été overiotomisé. Voilà, et puis là, c'est juste, il y a une astuce qui consiste, si vous avez des éleveurs plein air, en particulier sur des terrains qui conduisent peu l'électricité, sec, pierreux, de la pierre, etc. Il y a un système qui consiste à mettre 3 fils dans le fil du milieu à la terre, de façon que quand le sanglier touche 2 fils en même temps,
il puisse prendre le courant. Voilà, donc la clôture intérieure, il faut au moins 2 fils pour celle qui doit éviter que les ports s'approchent trop. Ça peut être du grillage, bien sûr, mais ça peut être aussi 2 fils, au moins 2 fils électriques. On a un exemple avec la clôture extérieure et puis les doubles fils à l'intérieur. Parfois, on peut même monter avec des écarteurs suffisamment grands sur le même piquet. Voilà, avec 25 cm. Alors, ça peut être bien sûr bien plus que 25 cm, mais au moins 25 cm. Voilà, vous avez différents. Donc, tout ça est rappelé dans l'instruction technique sur les clôtures, les différents types de clôtures, tout est envisageable. Entre 2 bâtiments d'élevage, soit on clôture étanche au sanglier et dans ce cas-là, ça devient de la zone d'élevage et puis on peut y passer sans prendre de précautions particulières. Sachant qu'il y a une petite subtilité parce que dans ces zones de transfert, les utilisateurs ont considéré que, en fait, comme l'éleveur était toujours présent avec ses animaux quand il faisait un simple transfert, on pouvait se contenter de respecter l'obligation uniquement d'absence d'intrusion des sangliers, mais pas forcément, il était obligé d'avoir un dispositif anti-contact, puisque les sangliers n'allaient pas approcher à ce moment-là. Donc, autrement dit, une simple clôture aux normes anti-intrusion de sangliers pourrait suffire, puisque on considère que les animaux ne vont pas rester sans surveillance. Par contre, dans les zones où ils restent sans surveillance, là, il faut l'absence aussi de contact, soit quelque chose de plein, soit effectivement 25 cm entre les 2 clôtures. Voilà. Et après, si entre les 2 bâtiments, ce n'est pas possible de fermer complètement, on est là, dans ce cas-là, il faut soit utiliser une bétaillère pour passer d'une zone d'élevage à l'autre, d'un bâtiment à l'autre, soit ça peut être accepté aussi qu'on puisse choler si le passage est bétonné ou stabilisé, stabilisé, c'est-à-dire pas de matière organique, du gravier, du sable, pour qu'on puisse éventuellement le choler. Et pour les personnes, ça peut être un changement de botte, parce qu'on considère que pour un simple transfert, il y a des précautions à prendre que pour les pieds. Voilà, donc sur les clôtures, effectivement, c'est ainsi pour des zones de transfert, c'est les fameuses clôtures qu'on a déjà vues sur les anti-intrusion vis-à-vis des sangliers. Et il y a aussi quelque chose qui est possible, qu'on n'avait pas encore vu jusque-là, mais si on a un sol béton ou bitumé, un sol dur, et que le grillage est bien tendu au ras de ce sol, c'est considéré comme suffisant aussi pour éviter une intrusion. En plus de la solution de mettre des fils électriques à l'extérieur et de la solution d'enterrer. Voilà, et donc là, pour vous dire aussi qu'effectivement, dans les autres points majeurs de la biosécurité, qu'on ne verra pas en détail, il y a le SAS, que vous connaissez avec la sectorisation à l'intérieur du SAS. Attention à son utilisation par l'éleveur, je notais parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ils commencent à être équipés par des SAS, mais parfois on les voit traverser avec leurs bottes allègrement le SAS. Donc finalement, nous, si on a attendu le SAS pour mettre nos pédissacs ou changer nos chaussures, finalement, on a marché dans une zone où était passé l'éleveur. Donc, des fois, on est obligé de mettre une première couche en sortant de la voiture et puis de remettre une deuxième couche dans le sas ou de changer les bottes. La quarantaine, donc, qui est obligatoire pour tous les animaux les élevages qui introduisent des reproducteurs. Le quai d'embarquement, qui est la fameuse zone professionnelle où le chauffeur peut accéder pour récupérer les animaux. Avec l'aire de stockage, le quai étant uniquement la petite rampe qui permet de monter dans le camion, l'aire de stockage qui étant la zone qui permet de garder les animaux, l'ensemble des animaux d'un même départ, si l'éleveur n'est pas là lors du départ. Si un éleveur est systématiquement là lors du départ et que la procédure est indiquée, est écrite, on peut ne pas avoir d'aire de stockage et l'éleveur pousse les animaux jusqu'au quai d'embarquement et le chauffeur ne va pas au-delà du quai d'embarquement. Pour des petits éleveurs qui transporteraient eux-mêmes leurs animaux avec une bétaillère désinfectée, on considère que c'est la désinfection de la bétaillère qui permet d'éviter l'intrusion de maladies. Donc, dans ce cas-là, le détenteur n'est pas tenu d'avoir un quai d'embarquement. Et voilà, par contre, il faut qu'il ait sa bétaillère nettoyée, désinfectée au moment où il l'amène en bordure de sa zone d'élevage. Et il faut qu'il se change, bien sûr, avant d'aller charger ses animaux à l'intérieur, qui passe par le sas. Ensuite, équarrissage, il faut une aire d'équarrissage et puis une protection des cadavres, donc bac ou cloche. Normalement, au-dessus de 50 kg, ça serait la cloche et en dessous plutôt le bac. Et puis, il faut que l'aire sur lequel sont déposés les cadavres soit bétonné ou stabilisé, toujours pareil, pour pouvoir la désinfecter au moins une fois par semaine s'il y a eu un passage de l'équarrissage. Ensuite, lutte contre les nuisibles, ça fait partie aussi du plan de sécurité. Interdiction de déchettage et de cuisine, on l'a déjà vu. Voilà, et pour finir, dernière diapo. Donc, Audit Peak Connect Biosécurité, qui est une appli. Vous avez un MOOC que vous pourrez trouver à l'adresse indiquée pour
vous montrer comment vous en servir. Alors, c'est quelque chose qui peut être un petit peu long en élevage, donc ça dépend du type d'élevage, hein, mais voilà. Après, la question, c'est comment le rémunérer le temps qu'on va y passer, mais c'est quelque chose qui est très intéressant et qui pourrait être utile aux éleveurs. Voilà, on est un petit peu débordé, mais on en a fini. Donc, effectivement, surtout de ne pas hésiter à déclarer. Comme je vous ai dit, en plus, on a quand même cet outil de PCR là, qui permet de ne pas bloquer les élevages très longtemps et au moins de se sortir les doutes. Et puis, bien sûr, de ne pas hésiter à échanger. Et voilà, et bien sûr, voilà, et en particulier, si vous souhaitez à un moment donné en discuter, je suis à votre disposition s'il y a des cas un petit peu compliqués en élevage. Voilà, ça peut être une première étape, déjà d'en parler. Voilà, merci pour votre attention. Virginie, je ne sais pas si tu veux. Oui, merci Guillaume. Voilà. Peut-être on va arrêter le partage. Oui. Comme ça permet de voir. Voilà. Et bon, il y a eu des échanges hein, sur le chat, il y a eu des réponses. Donc, à voir s'il reste des questions, ou faut peut-être partager l'expérience, voilà, des choses à rajouter. Vous pouvez lever la main ou prendre la main direct ou parler directement, quoi. Par rapport à la question de M. Duquesnel, là, de Régis, sur la PPA, PPC, là. Effectivement, ce qui est dit dans l'instruction technique surveillance événementielle, c'est qu'il s'agit d'une instruction qui concerne les pestes. Parce qu'effectivement, cliniquement, on considère que ce n'est pas possible de faire la différence entre les deux. Donc, dans mon esprit, les deux sont testés, mais effectivement, c'est une bonne question. Enfin, au niveau, il faudrait bien se renseigner auprès des laboratoires de première ligne, là, s'ils font bien les deux à chaque fois. Ça, c'est vrai que je ne sais pas si peut-être un autre a la réponse, mais dans mon esprit, effectivement, c'est recherché. En tout cas, on considère que sur la clinique, on ne peut pas faire une suspicion uniquement de peste porcine africaine, quoi. Voilà. En tout cas, ça c'est clair. Et quand on fait une suspicion de l'une, on fait forcément une suspicion de l'autre. Mais j'avoue que voilà, j'ai pas de certitude absolue sur le fait qu'ils recherchent systématiquement les deux. Je confirme. Hein. J'ai répondu dans le chat. Hein. Ah, pardon, j'avais pas vu. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ou apports divers? Donc, qu'on clôture. Bon, ça a l'air super clair. Bon, merci en tout cas à tous les intervenants et puis pour vos participations. Sachez que donc je vais mettre le replay en ligne et je vous l'envoie. N'hésitez pas à le partager au maximum et puis à nous faire remonter vos besoins, soit d'information GTV, soit de formation. Hein, on peut mettre en place à un endroit si vous êtes plusieurs vétérinaires à ressentir le besoin. Ah, Emilienne, levez la main. Allez, vas-y. Sur le fil, hein. Oui, désolée. C'est une question que je me pose depuis un petit moment. En cas de suspicion, en fait, que fait-on du cadavre, voilà, que ce soit en faune sauvage, en porc, etc. Et je sais qu'en Belgique, il y avait carrément des unités sur place dans la forêt qui détruisaient les cadavres. Voilà, je ne connais pas les détails. Et on n'en a jamais parlé, en fait. Et c'est quand même un gros risque. Donc, c'est pour ça que c'est une question que je me pose depuis longtemps. Voilà. Je ne sais pas si vous avez les réponses. Alors là, je pense qu'on est dans le cadre où le virus a effectivement été détecté. Hein, donc, les cadavres, effectivement, il faut les prendre en charge. Et dans le cas élevage, c'est bien sûr une gestion vers l'équarrissage sécurisé. Comme ça se fait sur d'autres pathologies. Et après, en faune sauvage, c'est effectivement une difficulté, mais après, Guillaume peut peut-être compléter, mais il y a une recherche active, en fait, notamment en Belgique et puis dans les autres pays, hein, des cadavres de sangliers avec une mise en place d'un dispositif pour les collecter et puis les traiter correctement, on va dire, ce qui n'est pas très simple, en fait, hein, en termes opérationnels. Mais en tout cas, c'est ce qui est préconisé et c'est ce qui est mis en place, hein, puisque les cadavres représentent
un risque important de diffusion de la maladie, notamment en faune sauvage. Ça dépendra où ça se situera, la zone. C'est toujours un petit peu la même chose. Je pense qu'on fera, enfin, il y aura une zone qui sera ouverte. En effet, ce qu'ils ont fait en Belgique, je pense que c'était le plus approprié d'intégrer l'équarrissage dans les zones. Maintenant, je vous avouerai, si c'est en pleine montagne, ça risque de poser d'autres problèmes sur lesquels aujourd'hui, je sais pas comment on fera. Mais en espérant que ça n'arrive pas là-haut tout de suite. Mais je sais pas, oui, oui, hein, ça va être le souci le but, ça sera de fermer les zones, d'avoir le plus grand, enfin, le moins d'entrées, le moins de sorties, sur ce type de zone et de pouvoir faire le plus possible au niveau à l'intérieur. Mais voilà, après ça va dépasser l'OFB, hein. Je pense que l'OFB, au moment où ça se passera, l'OFB mettra des zones en sécurité et mettra en place des mesures, notamment faire des battues administratives ou des choses comme ça. Et encore aujourd'hui, certaines battues administratives sont un petit peu discutées pour éviter d'éparpiller les ordres de sangliers. Donc voilà, enfin, il y aura des mesures qui seront prises et nous, on les appliquera. Maintenant, le but, ça sera de fermer le plus rapidement possible. Oui. Et après, il y a des budgets spécifiques qui arrivent très vite. J'espère en tout cas. Notamment pour l'achat de matériel, de transport, etc., pour pouvoir justement éviter toute dissimulation. Si je me souviens bien, en Belgique, justement, on a retrouvé même le virus dans les os, hein, dans les carcasses retrouvées en forêt, quoi, et donc sous forme d'ossements. Donc, il ne faut pas laisser traîner les cadavres, quoi. Ah bah de toute manière, oui, les cadavres. Enfin, en Belgique, il y avait des centres d'incinération à l'intérieur vraiment de la zone. Le pays est indemne après le dernier cadavre retrouvé. Donc, en effet, il va y avoir des ossements, il va y avoir enfin, en Belgique, ils avaient quand même arrêté toutes les activités de loisirs. Enfin, voilà, le but, il est après, la question se pose sur les zones habitées. Enfin, voilà, après, dès que ça devient de la faune sauvage, voilà, c'est pas conditionné. Enfin, voilà, c'est vachement plus compliqué à gérer, hein. Et après, bah, ça dépendra, ça va fortement dépendre de la zone. Voilà. Enfin, pour moi, le sujet, il sera essentiellement là, hein. Est-ce que la zone est fortement habitée? Est-ce que c'est une zone montagneuse? Enfin, voilà, toutes ces questions-là se poseront à ce moment-là. Mais le but, il est de la vider, hein, la zone. Et après, vider des zones de sangliers, c'est pas simple parce qu'il y en a, comme vous avez pu voir dans la répartition, il y en a beaucoup. Mais on essaie de faire justement, hein, il y a les questions aujourd'hui transfrontalières, elles sont un petit peu là, hein. C'est-à-dire que comment on fait pour limiter les populations, etc. Donc il y a un travail qui se fait, hein, et qui doit se faire d'autant plus avec les fédérations de chasse, etc. Aujourd'hui, le sanglier, il n'est pas géré par l'OFB. C'est une espèce chassable. Donc on n'en gère qu'une partie, mais on ne gère pas toutes les populations. Voilà. Mais on fera mieux, hein. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Allez, j'en vois pas. Merci encore à Guillaume, Valérie et Guillaume pour leur intervention. Et puis, je vous envoie les liens avec les présentations en PDF. Et je vous remercie. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Bon après-midi à tous, oui. Merci, au revoir.